Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus pour la dernière des tables rondes et donc la plus importante, comme on dit, last but not least, sur un sujet on ne peut plus d'actualité qui est celui de l'accompagnement des porteurs de projets IoT jusqu'à l'industrialisation et le déploiement à grande échelle, encore plus quand ils ont un impact positif sur la planète. Donc on est là aujourd'hui parce qu'on a tous une épiphanie qui est le taux de transformation des projets IoT vers l'industrialisation est faible. Seulement 40% des projets IoT vont jusqu'à l'industrialisation. Et ensuite, on se retrouve encore avec une baisse. 10% des projets vont jusqu'au déploiement à grande échelle. Ce sont des statistiques qui heurtent la filière dans son ensemble. On le voit, il y a une complexité technique forte des projets IoT. Il y a de très très longues phases de test. On se demande comment est-ce qu'on peut manufacturer en France. Est-ce qu'on le peut actuellement? Comment est-ce qu'on peut aller trouver le bon partenaire? Comment est-ce qu'on peut aller simplifier la mise sur le marché à grande échelle d'une solution IoT qui va aller ajouter de la valeur? Donc la réponse à toutes ces questions est sans doute dans le projet IoT Continuum qu'on va détailler aujourd'hui, qui vise à faire émerger et accélérer donc le déploiement de solutions IoT d'aujourd'hui et de demain. Donc ce soir avec nous, nous avons 5 interlocuteurs qui sont là pour parler de ce projet. Donc Nicolas Ducrot, tu es en charge des sujets IoT Enterprise chez Orange et Innovation. À l'autre bout, nous avons un autre Nicolas, Nicolas Damour. Toi, tu t'occupes de tous les partenariats sur l'IoT Continuum chez Sierra Wireless, une société leader des solutions de connectivité cellulaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne présente plus Orange. Pierre-Yves Berger, toi, tu t'occupes effectivement des partenariats autour des sujets IoT, cette fois-ci chez ST. ST conçoit et fabrique des produits électroniques qui vont dans les IoT, qui vont dans quasiment tous les IoT même, pour en avoir beaucoup utilisé moi-même. Ensuite, Stéphane Gervais, toi, tu t'occupes des partenariats Smart Data et IoT, une jolie double casquette, chez Lacroix Électronique, donc un EMS français. Vous concevez, vous réalisez beaucoup de produits électroniques et puis vous avez inauguré la semaine dernière votre toute nouvelle usine pour vraiment faire un très très beau Made in France sur les projets IoT. Et au centre de la table ronde pour parler de sa propre expérience avec l'IoT Continuum. Donc Frédéric Gastaldo, toi tu es directeur général et cofondateur de Tico. Tu as une riche expérience entrepreneuriale qui t'amène à faire les bons choix. Et Tico est la preuve que la techno peut être au service de la sobriété énergétique. Voilà. La première question, je pense, ce serait l'IoT Continuum. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'offre concrète qui se cache derrière ce beau nom, Nicolas? Bonjour à tous, merci Jade pour cette belle introduction. Alors pour parler d'IoT Continuum, donc c'est un petit peu ce que Jade expliquait en introduction, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de projets IoT qui partent d'une très bonne idée, mais qui n'arrivent pas jusqu'à une phase de déploiement effective, et on se rend compte que la majorité des projets en fait vont bloquer pendant la phase d'industrialisation, voire un peu avant, et ne seront jamais déployés à large échelle. Et donc on s'est posé la question de savoir en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce faible taux de transformation sur le marché IoT. Et en fait, on s'est rendu compte de pas mal de difficultés que pouvaient rencontrer les entreprises qui souhaitent concevoir et développer un cas d'usage IoT. Finalement, concevoir un cas d'usage IoT, c'est un petit peu comme cuisiner un plat qu'on n'a jamais cuisiné. Comme si on avait finalement le nom du plat et la liste des ingrédients. Et malheureusement, si on a simplement le nom du plat et la liste des ingrédients, ça peut être compliqué de réussir du premier coup en fait, sa recette. On va essayer de choisir les bons ingrédients, donc la connectivité, le module de connectivité, les semi-conducteurs, le MCU qui va équiper le device, et puis la personne qui permettra de faire un peu l'assemblage et le manufacturing du device. Et donc si on est extrêmement chanceux, on va réussir du premier coup, on va développer du premier coup finalement son prototype, et tout va se mettre à fonctionner comme par magie. Mais dans la réalité, vous allez le faire une première fois,
vous allez vous tromper. Ce ne sera pas forcément exactement les bons ingrédients et vous ne l'aurez pas forcément cuisiné exactement de la bonne façon. Et donc, vous allez le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, voilà, j'ai investi finalement pas mal de temps et d'argent dans ce projet et je n'arrive pas à réellement prouver la valeur et à réellement arriver jusqu'à une phase d'industrialisation avec un ROI. Donc c'est ça qu'on adresse, en fait, finalement, cette difficulté à la fois technique, business, opérationnel. C'est ça qu'on adresse avec le partenariat IoT Continuum, donc avec Sierra Wireless, Lacroix et ST Microelectronics. Finalement, on s'est assemblés les uns avec les autres pour proposer une offre intégrée qui vous facilite en fait, le travail, la conception et le déploiement des cas d'usage, qui vous donne directement la bonne liste d'ingrédients, directement la recette, et vous avez le support nécessaire pour en fait, réussir le plus vite possible cette recette. Et donc on a une structuration en 3 étapes, un process en 3 étapes, ce qu'on appelle le start, qui est vraiment la phase de conception initiale, donc le prototypage, le prove, qui est la phase de preuve de valeur, donc le moment où vous réalisez réellement la valeur apportée par votre cas d'usage et la rentabilité, et puis le deploy and scale, qui est la phase d'industrialisation très large, où le device et le cas d'usage vont être déployés à large échelle. Parfait, donc plusieurs acteurs pour porter ce continuum. Pierre-Yves Berger, qu'est-ce qui vous a amené à vous intégrer dans ce consortium? Quel était votre constat? Bien, comme l'a dit Nicolas, alors il a fait l'analogie de la recette de cuisine. Moi, je ferais plutôt l'analogie des Lego. On fait tous ensemble ici en sorte que nos briques respectives de Lego s'assemblent bien les unes aux autres et que le produit final que déploient nos clients fonctionne bien dans le fil sur la durée. Et je pense que Frédéric en parlera un peu plus tard. L'intérêt pour nous, c'est vraiment, côté ST Micro, d'être capable, relativement en amont dans la chaîne de valeur, d'identifier avec le client ses besoins pour lui suggérer les composants, les produits qu'on peut proposer et qui soient les plus adaptés à son cas d'usage. On a dans l'IoT un certain nombre de cas d'usage, qu'on soit dans la frugalité, comme Frédéric va en parler, qu'on soit dans la performance. Et le fait d'être associé avec tous ces partenaires nous permet de faire les meilleurs choix technologiques pour nos clients et d'adresser les projets de bout en bout en se donnant le maximum de chances de réussite. Stéphane? Alors nous, on est quand même plus de côté conception et industrialisation, donc la partie assemblage électronique. On assemble des composants qui viennent de ST, de Sierra et parfois d'autres aussi. Et on peut se dire qu'effectivement, concevoir le meilleur produit et être capable de pouvoir le produire suffirait pour avoir le meilleur produit IoT. En fait, non, pas du tout, et essentiellement sur la partie IoT. IoT, quand même, est extrêmement complexe et c'est une complexité qui est sous-estimée par la plupart en fait, des entreprises qui essayent d'aller sur la partie IoT pour essayer de vendre du service. En fait, souvent, c'est la vente de service et le produit n'est qu'un intermédiaire. Et nous, on peut faire des très beaux produits avec des belles spécifications, mais ça veut dire qu'on sait exactement ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et ça, c'est pas suffisant parce que il y a la partie applicative et il y a la partie business derrière, business model, connectivité. On en a parlé aussi. On a vu des sujets je veux aller à l'international et je veux que ça fonctionne dans plusieurs pays et que ça se connecte facilement et automatiquement. Là, on sort en fait des limites de ce qu'on peut faire juste sur un produit physique. Donc ça devient primordial et on sait que si et c'est pour ça que là on représente toute la chaîne de valeur, chacun essaye de vendre juste ce qu'il sait faire ou ce qu'il a, à la fin en fait on ne converge pas vers ce que le client et le marché va vouloir et pour la réussite de son projet. Du coup, l'aspect partenarial est très important dans cette IoT Continuum. Comment l'avez-vous construit, Nicolas Damour? Alors, c'était en fait aussi une espèce d'évolution un peu naturelle, parce que bon, chacune des entreprises pour lesquelles nous travaillons
Et nous-mêmes, ça fait quand même un moment qu'on travaille dans ce secteur-là. Donc on avait déjà des relations préexistantes parce qu'on a depuis des années des clients communs et on a fait le même constat aussi. Et en fait, finalement, on en est venu assez naturellement à se dire, mais en fait, est-ce que ça pourrait pas être une offre un petit peu plus standard, un petit peu plus packagée d'une certaine façon pour nos clients communs, où on a à la fois cette proximité, on est aujourd'hui au CIDO à Lyon, avec, on est tous là, 5, 6 francophones même sur la scène et beaucoup de francophones en parlant français. Donc on a cet aspect très local, mais on est aussi des entreprises avec une envergure mondiale. Et donc dans l'aspect continuum, il y a, Nicolas en parlait tout à l'heure, dans le cycle de projet, il y a un certain continuum, mais il y a aussi le passage à l'échelle d'une production peut-être prototypale, locale, de déploiements assez modestes jusqu'à des déploiements potentiellement internationaux. Donc en fait, c'est le partenariat est l'aboutissement finalement de réflexions qui ont peut-être démarré il y a plus de 10 ans. Je vous vois hocher la tête, Pierre-Yves. Ouais, on avait tous, avant ce partenariat, des relations bilatérales entre ST Orange, entre ST Sierra par exemple, et les différents acteurs. Et pour renforcer le point de Nicolas, je pense que on pourrait dire simplement, tous dans l'IoT, qu'on soit client, fournisseur, partenaire, on a fait des POC pendant des années et on est vraiment passé dans une étape ou dans un moment où on a envie de déployer. Et tous ensemble, tous les partenaires que nous sommes pour l'IoT Continuum et nos clients, on est vraiment dans cette dynamique où essayons d'aller au-delà du POC, de faire des solutions qui soient déployables et de vraiment réaliser cette promesse de l'IoT qui est de déployer des solutions, de ne pas juste faire des POC pour s'amuser à faire des POC. C'est une belle promesse. Et du côté d'Orange, vous en êtes à l'origine ? Oui, et peut-être pour compléter ce que vient de dire Pierre-Yves, en fait, si on nous prend chacun individuellement, nous avons chacun une partie de la solution. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de faire fonctionner chaque composant les uns avec les autres. Et donc la promesse qu'on délivre avec IoT Continuum, c'est bien de pré-intégrer, pré-tester les briques que chacun de nous apporte et donc de proposer une solution qui soit intégrée et qui permette de gagner en temps et de gagner en argent et aussi en risque opérationnel auprès des device makers et auprès de nos clients. Du coup, on va s'intéresser aussi au point de vue du porteur de projet. Frédéric, comment est-ce que vous avez connu l'IoT Continuum ? Comment est-ce que vous êtes entré dans cet écosystème ? Alors merci Jade. Je vais peut-être commencer par dire ce que fait TICO, parce que j'aimerais que tout le monde le sache déjà, mais j'imagine que ce n'est pas le cas. Et puis après, je réponds évidemment à tes questions. Donc TICO développe une plateforme digitale qui a pour objet de permettre aux gens, aux consommateurs, aux résidentiels, aux clients résidentiels, de faire des économies d'énergie, de mieux utiliser leur énergie chez eux. Elle s'adresse à tous les appareils électriques que les gens ont chez eux. Donc ça peut être des radiateurs électriques, des pompes à chaleur, le véhicule électrique, la batterie, si on en a une domestique, le photovoltaïque qu'on peut avoir sur le toit. Donc voilà, tout ça, on va le connecter. Et donc l'IoT, c'est notre métier. On fait de l'IoT. On est une entreprise qui a déjà 10 ans d'expérience dans ce domaine. Et non seulement on permet aux clients résidentiels de faire des économies d'énergie, mais on utilise la flexibilité d'engagement de tous ces appareils électriques pour stabiliser le réseau électrique, avec un business model un peu particulier. Donc on offre des services aux opérateurs de réseau électrique. En France, c'est RTE. On va décaler la charge de ces appareils, pas seulement pour effacer les pointes, les crêtes, on parle des fois d'écrêtage ou d'effacement diffus, c'est ce que nous faisons, mais aussi pour stabiliser le réseau en temps réel, pendant tout l'hiver, si on parle de chauffage par exemple. Et l'argent que RTE nous verse dans ce rôle de centrale virtuelle, on l'utilise pour permettre d'apporter la solution gratuitement ou presque gratuitement au client final. Donc ça, c'est notre business model et c'est notre solution. Elle existe en diverses variantes. Pour la France, nous avons un produit autour des radiateurs électriques. Donc si vous êtes équipé de convecteurs électriques, de ces radiateurs chez vous, de
tous les modèles existants. Vous pouvez faire installer la solution Tico chez vous. Ça va être gratuit. En fait, ça va même coûter quelques euros. Je le dis parce que aujourd'hui, vous la verrez sur notre site à 9 euros. Parce que quand on la faisait gratuite, les gens ne voulaient pas la prendre. Ils pensaient que c'était une arnaque. Donc on a changé, nos équipes marketing ont changé le prix. Et depuis que c'est 9 euros, les gens n'ont plus... Évidemment, c'est irrationnel. Mais enfin bon, c'est ainsi. Et cette solution, vous pouvez la prendre, la faire installer chez vous. Je vous recommande évidemment de le faire. Alors, comment sommes-nous arrivés à connaître l'IoT Continuum ? J'ai dit que l'entreprise a 10 ans, donc elle a une plateforme qui existe, qui fonctionne, et on est arrivé à un moment où on voulait faire une nouvelle version de notre système, de notre application, et dans laquelle notamment on voulait fonder la connectivité sur le LTEM. Et donc on avait un besoin de LTEM, c'est le genre de connectivité qui nous correspond bien, par opposition à d'autres. On a regardé évidemment toutes les options, LoRa, NB-IoT. Bon, nous, on pensait que le LTEM était la meilleure solution, et donc on a contacté Orange. Et en contactant Orange Business Services en l'occurrence, lors des premières discussions, on a expliqué qu'on était en train de développer un nouveau système. Et chez nous, un nouveau système, ça veut dire un nouveau hardware notamment. Il y a aussi toute une partie back-end, cloud, dans lequel les algorithmes tournent. Mais on allait développer un nouveau hardware. Et là, Orange nous a parlé de l'IoT Continuum. Et ça a été une opération progressive, mais alors très très rapide en fait. C'est-à-dire que mon CTO, notre CTO, Colin Hollett, a été en contact, alors je crois que ça a été Lacroix, le second, puis avec Sierra, ST Microélectronique, on les connaît depuis plus de 10 ans, donc on se connaît, et il y a toujours eu des composants de ST sur nos équipements. Et donc on a accédé à savoir qu'il existait cet IoT Continuum. Et ce qui est, je pense, est important de dire, c'est vous voyez, on est une entreprise spécialisée dans l'IoT, donc on ne fait que ça. On développe des équipements. Celui-là, c'est la V3, c'est la 3e version d'un équipement. On en a d'autres pour d'autres applications, donc on passe notre temps à faire ça. Et pourtant, on a vu tout de suite une valeur très très forte à s'appuyer sur ce partenariat. Et on la voit d'autant plus que, si j'ose dire, on est des professionnels de la chose. Et donc, on a vu le niveau d'intégration, le niveau de test qui avait déjà été fait entre les différents éléments de la plateforme. Et on s'est dit, waouh, on va gagner beaucoup de temps. On va gagner beaucoup de temps, on va gagner beaucoup d'efforts. Faire de l'IoT, c'est compliqué. Il y a toute la partie client, il y a toute la partie service. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Comment je veux le faire? Donc si on peut profiter d'un écosystème qui a déjà fait le travail de base pour s'assurer que le composant de ST, il fonctionne bien avec le module de Sierra, que le module de Sierra, il va bien fonctionner sur la connectivité d'Orange, que tout ça va être bien fabriqué dans les usines de Lacroix et bien designé. On a gagné beaucoup de temps, on a gagné beaucoup d'efficacité et nous, on le vit. Enfin, ça se passe comme ça. Est-ce que vous avez réussi à déterminer combien de temps vous avez réussi à gagner sur votre roadmap? Plusieurs mois. Donc, alors c'est comme les premiers modules vont vraiment de cette nouvelle version. Les premiers existent déjà sur Terre, donc depuis assemblés depuis peu. Et donc là, on est dans les tests fonctionnels, mais je pense qu'on a sur un développement gagné aisément 6 mois, mettons. Quand vous voulez vraiment designer du hardware de fond en comble, ça prend vite 18 mois. Et vous pouvez gagner un tiers du temps sur un projet comme celui-là. Et c'est considérable. Enfin, c'est des choses, ça casse des principes et un peu des règles de l'industrie. Parce que quand vous dites il faut que je mette 18 mois pour faire mon hardware, il faut quand même commencer à sortir sa boule de cristal pour savoir comment va être le marché dans 18 mois, comment vont être les clients, quelles vont être les applications. Donc gagner du temps, c'est d'un point de vue business, c'est critique. Est-ce que vous avez eu aussi des effets peut-être bénéfices sur le produit en lui-même, le choix de certains modules, leur interopérabilité?
Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir que la technologie, moi je suis un ingénieur mécanicien à la base, hein, donc tous ces trucs d'informatique et de télécom, je les comprends parce que je les ai vécus maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Mais la technologie, j'ai une expression que j'utilise, ça tombe en marche, hein, et il faut s'assurer que tel composant, théoriquement, vous voyez, vous pouvez vous dire, la connectivité d'Orange, c'est de la bonne connectivité, ça va marcher forcément. C'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Mais il y a toujours des subtilités qui font que tel module, dans telle configuration, quand on l'utilise comme ci, comme ça, quand on veut lui passer une commande, quand on veut lui dire de faire ci et faire ça, là, ça va pas marcher. Et pour que ça marche, il faut que, je prends cet exemple, hein, mais il faut que les gens de Sierra aient fait des séries de tests approfondis avec les gens de chez Orange, qu'on ait découvert les corner cases, hein, donc ces espèces de cas qui se passent dans les coins, hein, dans ce qu'on n'avait pas prévu initialement, et qu'on ait aplani tout ça. Et ça, avec la l'IoT Continuum, ça a déjà été fait à un niveau de profondeur qui fait que on n'a pas à le refaire. Alors que sinon, quand on fait un système, on prend les composants qu'on a choisis et puis on fait sa cuisine soi-même, hein, on les prend ceux-là. Ces composants, ils ne sont jamais vus les uns les autres. C'est la première fois qu'ils vont parler entre eux. Et nous, on est les premiers à voir que non, tiens, il y a un truc qui ne marche pas. Et là, il faut aller discuter avec le fabricant, avec l'autre, etc. Ah, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Ah, mais attends. Et voilà. Donc, c'est tout ça qu'on évite et c'est précieux. C'est précieux et puis c'est très parlant. Déployer un projet IoT jusqu'à l'industrialisation et puis ensuite le faire grandir, ce sont des projets complexes. Quand on est sur du projet complexe et multipartenariat, ça demande aussi une certaine méthode et puis une certaine discipline. Est-ce que vous avez aussi mis des méthodologies de travail particulières pour pouvoir travailler avec les porteurs de projets ? Alors, merci pour la question. Je voudrais appuyer ce que vient de dire Frédéric sur la valeur d'IoT Continuum. Et je voudrais aussi dire que le cas d'usage de Tico, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est un cas d'usage, c'est un nouveau cas d'usage en fait. C'est un cas d'usage qui est rendu possible par l'IoT. Et c'est exactement ce qu'on veut faire sur IoT Continuum. Finalement, c'est de simplifier l'accès, je dirais, au marché, rendre possible des nouveaux usages. Là, en plus, on est dans un cas d'impact positif, hein, donc on est sur de la sobriété énergétique, donc je crois que c'est un thème d'actualité, donc on est très heureux de soutenir Tico sur ce projet, et donc on l'a annoncé d'ailleurs ce matin à l'occasion d'un communiqué de presse, hein, donc avec l'ensemble des partenaires et Tico, le déploiement de 800 000 logements dans les années à venir. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment exactement ce qu'on souhaite faire et soutenir, c'est ce type de cas d'usage nouveau. Et effectivement, je dirais sur la méthodologie, c'est le fait de travailler de façon intégrée. Donc avec les partenaires qui sont présents ici, on a un mode de fonctionnement, je veux dire, on se connaît maintenant extrêmement bien, on se parle en permanence, toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. Et voilà, et quand un composant d'un des partenaires est produit, on s'assure directement de son interopérabilité. Donc l'exemple du module est excellent. Les modules de Sierra, on les teste, je dirais, de A à Z sur notre réseau, dans des conditions réelles, sur des tests terrain, sur des tests système. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement poussées et qui donnent lieu à la fin à un label d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose je pense, qui est rentré dans notre ADN à tous, d'avoir entre ces 4 partenaires, hein, d'avoir un niveau d'intimité entre nous et de construction de l'interopérabilité très élevé. Et du point de vue du porteur de projet, Frédéric ? Alors, comme je l'ai dit, hein, on le voit. Alors, au début, hein, on a entendu la promesse, hein, et comme toutes les promesses, faut les voir se réaliser. Mais enfin, on l'a constaté et notre projet a pris de la vitesse. Ce qui est, dans notre cas spécifique, tout à fait important. Notre système permet aux gens qui ont des radiateurs électriques de faire 25% d'économie d'énergie. Et donc les gens vont faire quelques centaines d'euros d'économie, font quelques centaines d'euros d'économie par chaque hiver.
Et en plus, comme je vous l'ai dit, on utilise la flexibilité pour stabiliser le réseau électrique, et donc on libère de la capacité de centrale électrique. Et ce qui veut dire que sur l'hiver prochain, hein, dont chacun sait, on passe nos journées à lire dans les journaux qu'on n'a pas assez de capacité de centrales nucléaires, qu'il faut faire des économies d'énergie. Donc être capable de déployer à grande échelle cette solution dès cet hiver est un enjeu. Quand on a commencé le projet, c'était pas si clair, mais enfin, c'est un véritable enjeu. Et on va être capable de livrer des dizaines de milliers d'unités, hein, mais des centaines de milliers. Et puis on a comme ambition 800 000, hein, capable d'équiper 800 000 foyers avec ça. Dans chaque foyer, il y a 5 radiateurs, hein, donc ça fait 4 millions de radiateurs si on est au bout de cette histoire. Mais le fait qu'on puisse il y en a 50 millions en France, hein, donc avec 4 millions, on manque un peu d'ambition parfois, je me dis ça. Mais le fait d'être capable de faire ça aussi rapidement, eh bien, fait qu'on va avoir un impact dès cet hiver. S'il n'y avait pas eu l'IoT Continuum, ça aurait été un produit qui serait sorti quelque part à l'été prochain, et voilà, on aurait manqué une saison, un hiver, et ça aurait été bien dommage. Et en plus critique, voilà, un hiver critique. Je vous voyais hocher la tête, Pierre-Yves. Oui, alors j'aime bien l'analogie qu'a pris Nicolas en introduction sur la cuisine. Ce que vient de présenter ou de dire Frédéric, c'est exactement ça. On a tous 4 partenaires un ingrédient pour faire de la cuisine. Avec IoT Continuum, on a réussi à faire en sorte que les 4 cuisiniers que nous sommes, finalement, on se mette tous d'accord sur la recette, et que derrière ça, on soit capable d'avoir un seul cuisinier qui parle d'une seule voix avec nos clients. Et je pense, alors, Frédéric ne l'a pas trop évoqué encore, mais quand on travaille avec nos clients aussi, dans les sujets IoT, c'est difficile pour vous, porteurs de projet ou clients, d'avoir 4, 5, 6 interlocuteurs différents. Un interlocuteur pour la connectivité, un interlocuteur pour le module, un interlocuteur pour les autres composants, etc. Et ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de centraliser tout ça, de travailler de manière intégrée, comme l'a dit Nicolas, pour qu'il n'y ait qu'un seul guichet, un seul point de contact pour vous, porteurs de projet, pour travailler efficacement. Et nous, derrière, on essaie d'abstraire, de s'affranchir, de faire notre cuisine interne, justement, pour toujours être dans cette analogie, pour que ce soit le plus simple et le plus facile d'accès pour vous. Il y a un petit exemple que je peux donner. Quand vous travaillez avec 4, 5, 6 partenaires différents, en général, vous avez des accords de non-divulgation, les NDA, comme on les appelle, à signer. Le petit truc tout à fait pratique, c'est qu'on en a fait une seule pour l'IoT Continuum, et si vous signez une NDA, vous pouvez travailler avec tous les partenaires de l'IoT Continuum. C'est un petit exemple pratique, mais voilà, c'est le genre de choses que l'on essaie de faire en intégrant nos solutions pour vraiment faciliter, abstraire toutes les difficultés et aller le plus vite sur le marché pour faire du business. En plus d'être pragmatique, les armes vous disent merci. Peut-être je peux dire de façon concrète comment ça se manifeste, parce que nous, quand on développe notre système, on le teste. Alors on le teste avant même qu'on ait les premiers boîtiers qui soient fabriqués sur des prototypes. Enfin, voilà. Et on a des séries de tests automatisés qu'on a déjà développés. Et quand on développe un hardware, normalement, on fait les tests. Et puis quand on fait les tests, il y a un problème. Et faut comprendre le problème, résoudre le problème, et puis après on peut continuer. Et donc moi je passe tous les matins quand je suis au bureau voir les ingénieurs qualité là chez nous qui font les tests, et quand on est dans ces phases de développement, ils me disent tiens, on a vu ci, on a vu ça, et là c'est angoissant parce que non mais réellement ça me fait stresser. Faut que je le dise, ça me fait stresser parce que et alors comment ça va? Bien. Ah bon. Alors on continue. Oui, c'est louche, c'est ça, c'est un peu suspect, mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose de très perceptible, et c'est la première fois que ça nous arrive. Enfin, ça c'est unique, ça nous était jamais arrivé en 10 ans, et bon,
Donc ça c'est pas totalement un hasard. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a effectivement beaucoup de travail en profondeur qui a été fait en amont et qui du coup n'est plus à faire. Du coup, la question qui me pose les lèvres, imaginons je suis porteuse de projet IoT. Comment est-ce que j'aborde l'IoT Continuum? Comment est-ce que je peux y entrer? Nicolas Ducrot. Donc en fait, alors c'est très simple. Nous avons un site web qui est notre page d'accueil IoT et qui héberge donc justement l'accueil d'IoT Continuum qui s'appelle IoT de journée. Je pense que si vous tapez IoT Continuum dans Google, vous allez tomber dessus directement. Et nous avons une boîte mail commune pour, comme on le disait, simplifier l'accueil des demandeurs et des projets. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, comme l'a expliqué Pierre-Yves, dès qu'on passe dans un mode projet, nous sommes 4 acteurs, mais nous avons un des 4 acteurs qui va prendre le pilotage du projet pour coordonner l'ensemble des acteurs. Donc assez rapidement, vous vous retrouverez avec un interlocuteur unique pour vous aider, tout simplement. Nicolas Damour. Comme l'a dit Nicolas, donc on est très accessible par les moyens de contact qu'il a donnés. Ensuite, il faut quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est il ne faut pas avoir peur non plus de nous contacter. Parce que, on l'a dit, les projets IoT peuvent être à différentes étapes. Elles peuvent être au stade d'idée uniquement, de prototype, de stade déjà un petit peu éprouvé sur le marché. Ça peut être un redesign, une nouvelle version. Dans IoT Continuum, on peut rentrer à n'importe quelle étape du projet. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est vrai que autre chose qui est important, c'est qu'on apporte cette expertise de travailler donc les 4 sociétés ensemble. Si vous avez déjà un projet où vous voulez faire un redesign, une nouvelle version, et puis vous utilisez peut-être des composants, que ce soit des composants physiques ou bien des services de concurrents de nos sociétés, c'est pas grave. On peut tout à fait aussi en discuter. On a des projets sur lesquels il n'y a qu'une partie des partenaires qui intervient. Alors évidemment, vous ne bénéficiez pas de la totalité de l'intégration de l'expertise, mais vous bénéficiez quand même de l'intégration de l'expertise des partenaires que vous choisirez. Donc, à n'importe quelle phase, n'importe quelle taille de projet aussi, on est une fois encore des entreprises internationales, mais on est des acteurs aussi locaux, en France, en Europe. Et puis, donc, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais bon, si je vais vous voir, je vais être obligé d'acheter ci, ça ». Non, ça on en discute et on vous apporte la meilleure solution pour vous. Et du coup, la meilleure solution pour le porteur de projet? Oui, alors pour aller dans ce sens, alors il se trouve que dans notre cas, on a les 4 partenaires sur notre PCB et la fabrication est faite chez Lacroix. Mais peut-être je peux illustrer ça en disant que jusqu'à ce projet, la fabrication de nos équipements était faite, j'allais dire comme tout le monde, en Chine, à Shenzhen. Tout ce qui est électronique, ça vient quand même, ça finit par venir de là-bas. On a toujours fait ça et on avait pris la décision stratégique de dire non, on veut que au moins la moitié de ce qu'on va produire de cette nouvelle version soit fait en France et en Europe. Et donc, moi je trouve que c'est quand même aussi une des beautés de cet IoT Continuum que d'avoir un fabricant, un manufacturier comme Lacroix. Là, on voit les premières séries sont en train de se faire. Quand on a un nouveau fabricant, c'est toujours des adaptations. Toujours parce que le design que vous avez fait pour un fabricant, bien, quand vous allez chez un autre qui a des machines un peu différentes, qui sont beaucoup plus automatisées, dans le cas des machines européennes, il faut faire des adaptations, il faut faire des choses. Là aussi, ça se passe avec une fluidité qui est remarquable. Et on va arriver à monter en puissance très vite pour un nouveau produit. Vous voyez, on essaye souvent de ne pas cumuler les risques et dire « Ah, c'est un nouveau produit »
et je vais avoir un nouveau fabricant. Hein. Ça multiplie les risques. Donc, c'est des choses qu'on essaye d'éviter de faire. On dit, tiens, je vais plutôt prendre un nouveau fabricant, un nouveau manufacturier pour des produits existants que je connais bien, que je maîtrise, parce que ça me permettra de séparer les deux. Là, on fait les deux à la fois. Donc, ça serait encore une condition pour qu'on prenne plus de risques et que ça ne marche pas, et qu'on prenne du retard et qu'il y ait des efforts. Jusque-là, pour vous que ça dure, c'est pas le cas et ça se passe bien. Du coup, c'est intéressant et j'imagine que chez Lacroix, ça vous parle également d'aller sur ces enjeux du Made in France et de la relocalisation de la production. Alors clairement, effectivement, Frédéric parle de la partie manufacturing. Je ne peux pas m'empêcher effectivement de dire quelques mots sur le sujet, vu qu'on a, je pense que vous avez peut-être entendu parler, Symbiose, qui est notre nouvelle usine du futur, qui nous permet d'avoir beaucoup plus de capacité pour faire du Made in France, mais aussi surtout une plus forte automatisation, ce qui nous rend beaucoup plus compétitifs, qui nous permet aussi de faire ce qu'on appelle le reshoring, mais de aussi rapatrier certaines choses qui sont faites en Asie haute, ou de démarrer effectivement du manufacturing localement. Sachant que si on va sur une solution durable comme celle de Tico, qui est faite pour un marché local, pour moi, il y a aussi une démarche globale qui est de dire l'approvisionnement et la partie fabrication doit aussi et devrait être aussi quand même aussi locale. Donc pour moi, c'est aussi au-delà du fait que maintenant on a beaucoup de capacités, on peut faire beaucoup plus de projets IoT. Et je vous encourage, et électronique. Hein, je vous encourage bien sûr à nous contacter si vous avez des choses là-dessus. C'est aussi, on va dire, un engagement sur sur un thème global, sur la durabilité. Super. Je pense qu'il est temps de prendre quelques questions du public. Voilà. En attendant de rejoindre le monsieur, moi je vais en poser une. Votre partenariat, vous l'avez créé quand exactement et vous le vivez bien ? Alors on le vit très très bien. On l'a créé il y a un peu plus d'un an, puisqu'on l'avait annoncé au Mobile World Congress 2021, qui avait eu lieu en juin, alors que d'habitude on est plutôt sur fin février, début mars. Il y avait quelques petites difficultés pour le faire à cette période-là, si vous vous souvenez, donc ça a eu lieu en juin. Et donc ça a été l'occasion d'annoncer publiquement ce partenariat qu'on avait préparé quelques mois auparavant. Voilà. Je dirais juste un mot, on le vit très bien, je pense. On est ensemble depuis le début et on est resté assez soudés jusque-là. Et ce que je dis, c'est que j'ai plus d'interactions avec mes partenaires d'IoT Continuum qu'avec la plupart de mes collègues. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez intense aussi. Je confirme, la préparation était très agréable avec vous 5. Oui, donc ce partenariat a l'air vraiment... C'est moi qui parle. Ça a l'air d'être une très bonne idée de pouvoir effectivement partager un projet qui, au départ, peut être le projet d'un seul, mais qui devient le projet de tous à un moment donné, puisque ça a l'air de bien se passer. Le témoignage qui a été montré montre qu'il y a là de bonnes propriétés. Mais quelle forme vous avez donné à votre partenariat au sens de statut, d'organisation, le modèle économique qu'il a pour qu'il soit robuste? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'inscrit comme étant une méthode de travail qui pourrait être un modèle, pas uniquement pour les IoT, mais pour d'autres domaines? Je peux commencer à donner un élément de réponse. Aujourd'hui, le partenariat est formalisé entre nous. Il n'a pas de forme spécifique sous la forme de statut, de GIE, d'association ou de je ne sais quelle autre forme légale ou juridique. Je dirais que notre motto là-dessus, il est un peu comme sur notre fonctionnement avec nos porteurs de projets. On essaie d'être le plus efficace possible. Pour le moment, on travaille suffisamment bien ensemble pour que même sur des questions financières, d'investissement, etc., on n'ait pas eu besoin de formaliser ce type de structure-là. Si demain, ça doit être le cas, so be it, on fera sûrement quelque chose. Mais à date, on n'a pas ressenti le besoin de formaliser plus que de travailler ensemble, dans la bonne humeur, dans la bonne entente, plus avec nos partenaires qu'avec nos collègues, et voilà quoi. Je vais juste en rajouter, complémenter. C'est déjà une vision commune. C'était ça qui est important en fait. On s'est pas dit on va faire un partenariat parce qu'on va faire du business ensemble.
et ce que font beaucoup d'autres. On a fait un partenariat parce qu'on avait un vrai problème sur la partie scalabilité et industrialisation de l'IoT. On voyait que 90%, c'est pas nos chiffres, hein, des projets n'arrivent pas à être à l'échelle. Et ça, c'était un vrai problème, et on se dit, on souffrait tous de ce problème, et nos clients souffraient encore plus quelque part. Et c'est parce qu'en fait, on avait la même vision d'inverser, de se dire, essayons de travailler ensemble pour que les 90% en fait, des projets passent au niveau industriel. Et là, c'est une vision commune, et avec aussi la représentation de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on est tous complémentaires sur l'offre globale. Et c'est là, effectivement, de la chaîne de bout en bout. Alors, parler de cuisine, en fait, si je veux aller sur ton sens sur la cuisine, en fait, c'est plutôt de la fourche à la fourchette. C'est parce qu'on a le composant jusqu'au produit final. Donc on est vraiment sur toute cette chaîne de valeur qui fait que, et avec une vision et des buts communs. Et c'est ça, pour moi, qui est déjà le ciment du fait qu'on est encore ensemble et que tout va bien, quoi. J'ajouterais peut-être un dernier élément rapidement, c'est que, pour reprendre ce qu'a dit Pierre-Yves, on n'a pas ressenti le besoin de formaliser dans une structure juridique, par exemple, comme on peut le faire par ailleurs. Pour nos sociétés, on gère des tas d'autres partenariats, et souvent, il y a des structures de partenariat qui sont annoncées en grande pompe, et puis finalement, ça reste un peu creux parce que ça colle jamais vraiment à tel projet qui arrive. Là, on a pris un peu le parti inverse, de dire, on est des gens, on connaît très bien comment fonctionnent nos sociétés, et on sait aller chercher les bonnes personnes à l'intérieur des sociétés pour dire, bon, sur ce projet-là, il va plutôt falloir parler avec telle personne, plutôt dans tel pays, ça va être plutôt dans telle division, qui sont des choses très compliquées à faire pour les partenaires et les clients extérieurs, d'identifier quelles sont les bonnes personnes dans les grosses sociétés qu'on est. Donc on est vraiment plus sur un mode pragmatique, où en fonction du porteur de projet et du stade auquel est le projet, etc., nous on va savoir, on a cette expérience-là de nos sociétés en interne et de comment fonctionnent les autres sociétés, et cette transparence pour trouver la configuration qui convient le mieux au projet à un instant donné. A-t-on répondu à la question ? Oui, je pense que, je vous vois réagir. Je pense qu'on a tous envie qu'il y ait une forme de partenariat qui fasse que ça va réussir. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je trouve que, d'abord, dans mes années d'expérience professionnelle, moi, j'ai jamais vu des juristes accélérer des projets. Ça, je dois le dire. Ça n'est jamais arrivé. Alors peut-être j'ai pas de chance. Ma femme est juriste, donc on a l'occasion d'en discuter. Mais c'est rare que ça se produise. Là, l'approche des questions, c'est l'approche technique, et on voit que c'est des entreprises techniques qui, chacune est fière de maîtriser sa technique. Après, nous, on a des négociations aussi de prix, et donc on discute avec Orange, on discute avec Lacroix. Donc là, on a des discussions qui sont bilatérales, mais on les aurait de toute façon. Donc là, on ne perd pas de temps par rapport à ce que serait un projet normal. Mais en revanche, on gagne tellement de temps d'exécution que ça vaut le coup. Et que, je le dis, il y a des fois où on se dit, en tant que client, et c'est une décision raisonnée, peut-être c'est un peu plus cher que si j'avais suivi un processus où je mets en concurrence 3 Sierra Wireless ou ST, tous ses concurrents, et Orange et tous ses concurrents. Ça va peut-être être un poil plus cher, mais pas forcément d'ailleurs, mais ça peut être un poil plus cher. Mais ce que je vais gagner en vitesse d'exécution, ce que je vais gagner en efficacité et dans le fait que ça va marcher et que je ne vais pas passer des heures carrées à devoir fixer des tas de problèmes, mais ça vaut ce que le fait de ne pas avoir fait une mise en concurrence pourrait rapporter. Donc là, je pense que c'est aussi une question vue du client, d'avoir une approche industrielle. Je sais que c'est des choses au XXIe siècle, on dit ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, il faut que je squeeze tous les fabricants, tous les sous-traitants. Moi, on est une entreprise suisse. Ah oui, j'ai oublié de le dire. On est une entreprise suisse. J'ai donc le privilège de voir travailler les entreprises germanophones
germanophones, parce que la Suisse est un pays germanophone en fait, donc les entreprises germanophones et les entreprises françaises. Je peux vous dire que ce genre de partenariat, c'est pas la première fois que nous on en rencontre, mais c'est la première fois que j'en vois en France. Et c'est particulièrement efficace. Alors, on va aller plus en profondeur encore en posant une autre question. Oui, Oriana Rodriguez de l'OIT Manufacturing. On est aussi, on va dire, habitué à des projets collaboratifs entre les différents membres. Et donc, vous avez parlé en fait de la bonne gestion de projets, comment vous avez collaboré ensemble, mais j'ai manqué un peu dans vos explications. En fait, c'est partie de mots-clés qui est dans le titre, que c'est l'impact positif. En fait, on a parlé de collaboration, mais je prends connaissance de projet et j'ai envie maintenant de me lancer, d'apprendre un peu plus. Mais c'est où, en fait, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cet impact positif en fait, de ces projets? Merci. Alors, je vais donner des premiers éléments. Donc, l'impact positif, c'est que la solution qui est en train d'être développée donc pour nous, elle permet de faire 25% d'économie d'énergie. Ça, c'est un impact positif. Elle permet de libérer de la capacité de centrales nucléaires et donc d'éviter qu'on ait besoin de mettre autant de centrales à gaz et de centrales à charbon en route cet hiver. Vous avez peut-être lu des articles. On est en train de redémarrer une centrale à charbon, celle de Saint-Avold en France. Là, on aura besoin de moins de ça. Donc ça a un impact sur le CO2. Cette solution, je vous renvoie au communiqué de presse qu'on a fait avec Orange ce matin, permet un foyer qui utilise cette solution pendant tout un hiver, va permettre d'éviter au système électrique d'émettre quelques tonnes de CO2 chaque hiver. Donc ça, c'est un impact positif. On fabrique en France, donc il y a du transport en moins. Ça, c'est aussi un impact positif, encore une fois, sur les émissions carbone. Donc voilà les impacts positifs derrière obtenus par ce partenariat. Il y en a d'autres, peut-être. Une autre question. Peut-être pour compléter sur ce point, donc, je pense que au sein du partenariat, donc, nous sommes des sociétés qui sont toutes préoccupées par les enjeux, je dirais, RSE et environnementaux. Donc, nous avons toutes des programmes en fait, sur ce sujet. Et donc, dans la proposition de valeur d'IoT Continuum, c'est aussi une dimension que l'on peut adresser en commun pour s'assurer finalement de l'optimisation, je dirais, des émissions de CO2 qui vont préoccuper nos clients, puisque bien entendu l'ensemble du tissu d'entreprise va de plus en plus se préoccuper des émissions de CO2 générées par leurs activités, ce qu'on appelle parfois le scope 2 pour ceux qui suivent un petit peu le sujet. Et donc on aura nous aussi intérêt à être extrêmement vertueux dans ce domaine, et donc c'est quelque chose qu'on réfléchit tout à fait pour une proposition de valeur, et je suis persuadé qu'avoir effectivement une capacité de manufacturing en France est certainement un très grand atout dans ce domaine. Et même au-delà de ça, quand on parle de projets IoT au sens plus général du terme, les projets qu'on essaie d'adresser, c'est des projets sur lesquels les objets IoT, ce n'est pas des objets IoT pour mettre des objets avec des batteries un peu partout, c'est vraiment des objets qui ont pour but de rendre un système un peu plus efficace. Si vous parlez par exemple de logistique, où on va essayer de déployer des trackers pour suivre des flux logistiques, le but in fine, c'est d'être capable d'optimiser les flux logistiques, de perdre moins d'assets. Je vais vous donner un exemple qui est assez courant quand on parle d'asset tracking, par exemple, qui est un des sujets qu'on traite au sein de l'IoT Continuum. Vous prenez n'importe quel sujet d'asset tracking, en général, on considère qu'il y a 10% des assets qui sont perdus, ou dont on ne connaît pas vraiment le statut. Si vous parlez de containers, il y a peut-être 10% de containers qui sont perdus sur un port à droite ou à gauche, ou qui traînent dans un entrepôt. Si avec des objets IoT, on est capable de traquer ces containers et de ne plus les perdre, de les utiliser, voilà, c'est autant de métal qu'on économise, de containers qui ne pourrissent plus dans une place. Donc c'est aussi dans cet esprit-là où voilà, l'IoT, on ne le fait pas pour juste vendre des objets, on le fait parce que derrière, ça doit avoir un impact positif, qu'il soit directement environnemental ou pas, sur les entreprises et sur les cas d'usage qu'on gère.
J'ajouterais peut-être un autre point. Donc, au-delà de l'impact environnemental positif donc, qui vient d'être cité, y compris sur les processus de fabrication, donc là qui sont plutôt côté Lacroix, on apporte aussi un aspect positif sur la sécurisation des solutions. Je pense que ça c'est important aussi. On n'en a pas trop parlé, mais à la fois dans la solution déployée, c'est-à-dire le choix des partenaires. La sécurité des objets, des solutions IoT, c'est un sujet très important. Donc, avec des partenaires solides, proches entre guillemets, c'est un aspect qui est couvert. Et au-delà de ça, au-delà de la sécurisation de la solution en elle-même, il y a aussi la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire que dans le processus de fabrication, de manufacturing, qui vous intéresse particulièrement et qui intéresse nos clients, particulièrement en ce moment, sur les composants électroniques, il y a quand même des questions assez tendues sur quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir, tel ou tel composant, est-ce que je vais pouvoir l'avoir même. En travaillant avec IoT Continuum, nous on a cette proximité et on a cette capacité au sein de nos entreprises, je veux dire, à faire remonter ces projets-là en priorité et à assurer des chaînes d'approvisionnement qui sont garanties, qui sont sûres et qui sont rassurantes aussi pour les clients, surtout quand ils veulent déployer des solutions à très court terme. S'il n'y a plus d'autres questions, moi je voudrais aussi remercier Jade Lemaitre, qui est la directrice générale d'un cluster et d'un centre technique, Proxinov, qui est dans la région Pays de la Loire, et pour sa sympathique modération et animation de cette table ronde. Et puis féliciter l'ensemble de ses partenaires et leurs premiers témoins industriels de ce partenariat forgé non pas par des contrats, etc., mais sur une conviction et une volonté de faire avancer les projets IoT pour des impacts positifs. Voilà. Merci Catherine. S'il y a encore temps, j'aimerais bien donner le mot de la fin à Frédéric. D'entrepreneur à entrepreneur, quel serait ton conseil pour les porteurs de projets IoT présents au CIDO et qui reverront également le replay de cette conférence? Je pense que il faut dans l'IoT, je pense qu'il faut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Alors j'étais un de mes patrons qui m'avait appris ça. Et alors pessimiste dans l'analyse, c'est reconnaître, accepter que ça va être plus compliqué que ce qu'on croit. Et c'est à ce moment-là que on se dit finalement l'IoT Continuum, ça peut me permettre quand même de résoudre, va m'aider à résoudre des tas de problèmes qui vont se poser et ça peut être une bonne idée. On n'est pas forcé, mais je pense que c'est une bonne idée. Puis après optimiste dans l'action parce que malgré tout, malgré l'IoT Continuum, il y aura des difficultés. Il faut trouver son marché, il faut trouver ses clients, il faut trouver l'application. Si on est industriel, le système, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans ses propres processus, etc. Donc il y aura de la complexité. Et donc là il faut un peu de persévérance, effectivement, parce que là aussi, de l'expérience industrielle. Moi, j'ai commencé à travailler dans une industrie, on travaillait beaucoup avec des Japonais, mais j'ai compris au contact des Japonais que quand ils disaient faire bien du premier coup, ils font bien du premier coup quand ils ont fait les choses 1000 fois. C'est-à-dire que vous faites bien du premier coup quand vous l'avez fait beaucoup de fois. Mais faire bien du premier coup la première fois, en fait, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Et donc, faut pas l'avoir sur les projets IoT non plus. On ne fera pas bien du premier coup la première fois. Voilà. Faire bien du premier coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'erreur. Mais